Dans la région de l'extrême nord, les digues ont le mal de l'eau. Après Dougui il y a quelques jours, l'ouvrage de retenue d'eau récemment élevé par le génie militaire vient de céder à Bégué Palam dans l'arrondissement de Kaïkaï. On en parle avec notre envoyé spécial sur les lieux. À suivre également dans cette édition la première réaction de Aman Adama suite à sa désignation comme vice-présidente de la commission régionale de campagne RDPC. Nous sommes dans le nord. Et à l'étranger, le footballeur du Barça, Lionel Messi, accusé d'une fraude fiscale, se défend devant les juges. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Dans la région de l'extrême nord, les inondations redoublent d'intensité. Une semaine après la localité de Dougui et ses 850 sinistrés, c'est au tour de Bégué Palam, dans l'arrondissement de Kaïkaï, département du Mayo-Danaï, de vivre le calvaire des inondations. La digue a cédé à ce niveau, faisant des dégâts matériels importants et plus d'un millier de déplacés. On va maintenant du côté de Bégué Palam pour un bref entretien avec notre envoyé spécial. Bonsoir Célestin Tabouli. Bonsoir Donald. Alors, peut-on avoir une idée sur l'état des lieux dans la zone des sinistrés? Oui, Donald, il faut dire qu'après Dougui, où la digue le long du fleuve Logon a lâché dans la nuit du 9 décembre dernier, étant près de 850 sinistrés, c'est le tour de Bégué Palam, localité située à 3 km et demi de Dougui. La digue menace déjà de céder par emploi, vient finalement de lâcher cet après même. L'eau coule dans tous les sens, on dirait un déluge de notre gars. La situation est très inquiétante vu le niveau d'eau dans le fleuve. Elle est inquiétante aussi parce que tout l'arrondissement de Kaïkaï dans le Mayo-Danaï est sous la menace des eaux en furie. Les eaux qui coulent actuellement, si jamais on ne parvient pas à la maîtriser, risque d'engloutir toute la circonscription administrative. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a une partie des eaux du fleuve Logon qui se jette dans le lac de retenue d'eau de Maga. Et lorsque le lac va atteindre son plein, elle va également certainement céder et l'on ne sera pas loin de revivre le phénomène de l'an dernier. Au niveau des secours pour assister les populations menacées par la furie des eaux. Oui, Donald, il faut dire que la situation prévoit actuellement à Bégué Palam arrive au moment où le gouverneur de la région de l'extrême nord, son état-major et le président du Mayo-Danaï, Simon Pensindo, sont sur le terrain. Ces autorités sont arrivées ce matin à Bégué Palam. L'objectif de leur visite était de voir la situation de quelques 850 sinistrés recasés dans un site de fortune à Bégué Palam. Rappelons que ces sinistrés ont bénéficié de la magnanimité du chef de l'État qui a envoyé une somme de 60 millions de francs CFA. Le gouverneur et son équipe sont allés à la rencontre de ces sinistrés pour les présenter ces gestes du chef de l'État. Et pendant qu'ils étaient encore sur le terrain, la digue de Bégué Palam, qui menace déjà, comme je le disais tout à l'heure, de céder depuis quelques jours, a laqué. Et la situation qui était imprévisible s'est finalement produit. Des mesures qui sont prises actuellement sur le terrain par le gouverneur de la région de l'extrême nord et son équipe. À l'heure où je vous parle, ils sont encore à Bégué Palam. Le gouverneur de la région de l'extrême nord et son équipe, le corps du génie militaire, ils sont en train de s'activer avec pour objectif principal sécuriser la population et également essayer de maîtriser la situation de Bégué Palam. Quelles peuvent être les conséquences de ces vagues d'inondations sur le scrutin du 30 septembre et l'activité socio-économique dans cette partie du pays? S'agissant des conséquences, elles sont légion, il faut le dire. Vous savez, les populations de Bégué Palam, et comme ceux de l'arrondissement de Kaïkaï, ont pour activité principale l'agriculture, la pêche et tout naturellement le petit commerce. Avec les inondations, c'est des centaines de milliers d'hectares de champs de riz, de mil, de maïs, de niébé, qui sont complètement détruits par les eaux, avec pour corollaire le spectre de la famine qui va désormais planer sur la population. Sur le plan politique, vous êtes sans ignorer que nous sommes à l'orée du double scrutin du 30 septembre prochain,
il faut maintenant gérer les sinistrés, il faut en même temps gérer les élections. Ce n'est pas du tout chose facile, tant pour les autorités administratives que pour les victimes elles-mêmes. Concernant ELECAM, vous savez, l'organe en charge des élections qui va procéder avec le bureau de vote, quand on sait que, comment est-ce qu'ils vont procéder avec le bureau de vote quand on sait que les sinistrés sont en train d'être délocalisés. Donc, c'est autant de choses. Il faut dire globalement que la situation n'est pas du tout aisée pour les autorités de la région de l'extrême nord, et même pour les sinistrés en cette veille des élections. Merci, Célestin Tabouli. Ok, merci. Envoyé spécial de CAMNews 24 à Bégué Palam, Célestin Tabouli. Autre actualité, contrainte de calendrier, la journée de lundi 30 septembre est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire. C'est la teneur d'un décret présidentiel qui précise par ailleurs que ce férié est dû au fait que les Camerounais devront se rendre aux urnes en cette journée précise pour s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Dans la même lancée, un arrêté du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, précise que la circulation sera de ce fait proscrite entre les différentes régions du pays pour tout transport en commun. Seuls les véhicules de sécurité militaire, police et autres ambulances auront droit de citer. L'activité normale reprendra après la fermeture des bureaux de vote. Élections législatives et municipales du 30 septembre 2013, Aman Adama est en campagne électorale pour le compte du RDPC à Garoua. Après son retour à la maison le 25 septembre dernier, l'ex-ministre de l'Éducation de base a pris part à sa première réunion d'évaluation de la campagne électorale tenue hier à la permanence du parti de Garoua. Aman Adama a été désignée séance tenante vice-présidente de la commission régionale de campagne RDPC. Amadou Bello, Giscard Mbogné et Apollinaire Zobenbonne pour le récit. Quoique ce dernier ait pris le train presque en fin de parcours à 3 petits jours de la clôture des opérations de séduction, l'on soutient ici que sa seule présence dans le rang peut permettre à infléchir la tendance actuelle en faveur du parti de Paul Biya Garoua. Au regard de l'accueil triomphal qui lui a été réservé hier, la réintégration de Aman Adama constitue à en croire les membres de la commission régionale de la campagne un atout non négligeable pour le RDPC, plus que jamais déterminé à conserver sa suprématie dans le Nord. Déjà, l'on annonce plusieurs militants frustrés d'hier du fait de son arrestation, prêts à regagner les rangs eux aussi pour soutenir leur mentor dans la délicate mission de faire reculer l'opposition qui semble gagner du terrain au Nord. À l'issue de cette réunion visant à revoir les stratégies, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, président de la commission régionale de campagne et l'ensemble de son état-major, se frottent les mains avec ce nouveau renfort venant de celle qui n'a pas perdu d'un iota sa cote de popularité et sa ferveur militante pour le RDPC. Ils repartent sur le terrain de la campagne pour les 3 jours qui restent avec la ferme conviction de reconquérir les espaces perdus lors des précédentes batailles. Voici à présent la réaction de la vice-présidente de la commission régionale de campagne RDPC, Aman Adama, est au micro de CAMNews 24. Il fallait que je renoue avec mes frères et sœurs de la province du Nord, et notamment de la province du Nord, et il fallait que je renoue avec les membres de mon parti. Ceci dit, j'ai été très impressionné par l'accueil que j'ai reçu à Garoua, et qui m'a prouvé qu'on ne m'a pas oublié. C'est fort de cette émotion, c'est fort de ce soutien moral et que je repars à Yaoundé. Interrogation à l'hémicycle. À quoi ressemblera l'Assemblée nationale? À quelques jours de l'élection du 30 septembre, la question hante les esprits et invite à comprendre qui sont partants et qui ne le seront pas au Palais des Verts de Ngouaïkélé. C'est une question à laquelle Daniel Atangana et Constant Ecollet apportent des éclairages. Quel sera le nouveau visage de l'Assemblée nationale au soir du scrutin du 30 septembre 2013? Forte coloration politique, arrivée de nouvelles figures ou alors retour en force des forces de la contestation après le raz-de-marée de 1992. En attendant d'être fixé sur ces probabilités, une chose reste certaine, la nouvelle Assemblée nationale qui sera mise en place dans les tout prochains jours sera renouvelée à au moins 50% si l'on s'en tient aux dernières investitures qui se sont déroulées dans les différentes formations politiques. En effet, 90 députés issus de la précédente législature n'ont pas été réinvestis
pour défendre les couleurs de leurs formations politiques respectives. Ils quitteront ainsi le Parlement pour donner l'opportunité aux autres postulants de goûter aux délices de l'activité parlementaire. Dans ce renouvellement, la région du Sud-Ouest bat le record avec 13 députés écartés de la course sur 15 pour un pourcentage de 86,95%. Suivent les régions de la Damawa avec 8 députés sur 10, soit 80% de renouvellement. Le Nord-Ouest, 10 députés sur 18 pour un taux de renouvellement de 55,55%. La région de l'Est, 6 députés sur 11 pour 54,64%. Viennent ensuite les régions du Sud, du Centre avec 50% de taux de renouvellement chacune. Et enfin les régions situées en deçà de 50%, elles ont pour nom l'Ouest 42,91%, le Nord 42,91%, l'extrême Nord 38,02% et le littoral 26,31%. Parmi les départs de l'hémicycle, l'on note les noms comme Adamou Saïdou, Abdoulaye Bougué, Fotso Julienne, Itoué William Ebekou, Bati Bonak Jean-Marie, Adama Modi, Eyebe Lucas, Asenenkou Jean-Marie et Dieudonné Ambassazan, 2 députés activement recherchés dans le cadre de l'opération Épervier. Et enfin, Lekene Donfak et Fondine Calvin, pour ne citer que cela. C'est donc à suivre. Mérite le colonel médecin-chef Abeng Mbozo récompensé. Le bâtisseur de l'hôpital militaire de Douala vient d'être promu à Yaoundé. Le parcours d'un architecte sanitaire dans ce reportage que nous propose Sech Tekka et Josué Ngongan. Tout s'est déroulé dans la sobriété et la pure tradition militaire sans tambour ni trompette. Le colonel Dr Émile Abeng Mbozo sera adoubé par leur majesté, les chefs traditionnels de Bonewonda. Pendant près d'une trentaine de minutes, les gardiens de la tradition vont entamer un cérémonial. 1 minute de silence sera observée en mémoire de feu Sa Majesté Gustave Kwala Saka et le rituel va se poursuivre dans le silence, ponctué par les litanies vernaculaires des chefs. Le médecin-chef de l'hôpital de la garnison militaire de Douala va recevoir des attributs traditionnels, constitués notamment d'un collier et d'un bonnet, le tout agrémenté par la bénédiction des gardiens de la tradition, ceux-ci fiers du travail qu'il a abattu pour le grand bonheur des populations. C'est un hôpital militaire au plateau technique des plus renforcés qu'il laisse. De 86 lits à sa prise de fonction en 2009, cette formation sanitaire de premier degré a considérablement augmenté sa capacité d'hospitalisation et compte à présent 200 lits. Quant à la fréquentation, elle est passée de 750 malades par an à près de 50 000 aujourd'hui. Bon à savoir, cet hôpital militaire fut créé en 2001 par décret présidentiel. Avant son départ, le colonel Dr Émile Abeng Mbozo a pris soin de signer toute la paperasse, fait l'inventaire exhaustif de la structure qu'il quitte avant de prendre congé de ses collaborateurs. Sourire, chaude poignée de main, ultime concertation ont été les derniers actes posés par le médecin-chef que le haut commandement militaire envoie servir sur d'autres cieux, toujours avec honneur et fidélité pour le bien-être des populations. Combattre la rage chez l'espèce animale et préserver l'homme de ses effets dévastateurs. Tel est l'objectif de la campagne de masse de vaccination contre la maladie lancée ce 27 septembre à Douala. Celle-ci intervient à la veille de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la rage prévue le 28 septembre prochain. Les principales cibles de cette vaste campagne sont les chiens et les jeunes. Apollinaire Zobenbon et Benoît Ndogmo. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 55 000 personnes décèdent par an à la suite d'une morsure des chiens. Et de l'avis de certains médecins vétérinaires à Douala, 200 à 300 cas de morsure des chiens sont enregistrés annuellement dans nos cliniques. 40% des victimes sont les jeunes. La situation est préoccupante et les experts en médecine animale se proposent d'agir dans l'urgence dans la région du littoral. C'est de vacciner au moins 70% des chiens qu'on retrouve dans la région du littoral. Parce que les sciences ont montré que si on réussit à vacciner 70%, on peut stopper la rage. On a environ 300 personnes qui se font mordre par des chiens. Et au littoral, grâce à ces campagnes qu'on fait chaque année, on réussit à ne pas avoir de cas de mortalité. Lancé ce 27 septembre à la délégation régionale des pêches et des industries animales pour le littoral, l'opération va s'étendre dans les différents quartiers de la ville jusqu'au 10 octobre prochain. Et pour mener à bien leurs tâches, des engins à 2 roues ont été remis aux équipes mobiles qui sillonneront les différents quartiers. À l'étranger, le footballeur du Barça Lionel Messi, accusé d'une fraude fiscale, se défend devant les juges. Et puis en Iran,
Des discussions très constructives entre Téhéran et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont en cours. On fait le point avec Bintou Akoum. Des discussions très constructives entre l'Iran et l'AIEA. Ils ont abordé la question du nucléaire iranien à Vienne. Cette rencontre, la 11e du genre, est la première depuis l'arrivée au pouvoir du président modéré Hassan Rouhani. L'Agence internationale de l'énergie atomique vérifie régulièrement les installations nucléaires iraniennes. Une résolution sur la Syrie doit être adoptée ce 27 septembre dans la soirée à l'ONU. Américains et Russes sont parvenus pour la première fois à un accord sur ce dossier. Une percée diplomatique plus de 2 ans après le début d'une guerre civile sanglante qui a fait plus de 100 000 morts. Sur le terrain près de Damas, une voiture piégée a causé la mort d'au moins 30 personnes ce vendredi. La CNIL engage une procédure de sanction contre Google. L'objet du contentieux porte sur la nouvelle politique de confidentialité du moteur de recherche. La Commission française demandait au groupe américain de remédier à une série de manquements qui empêchent plus âgés de connaître l'utilisation qui peut être faite de ces données et les maîtriser. La planète Terre va de mal en pis. Les experts prédisent que la température moyenne de la Terre va encore augmenter d'ici à 2100. Le niveau des mers devrait aussi s'élever. C'est le constat dressé par les experts du climat qui pointent la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique. La star du Barça tente de convaincre la justice de son innocence. Lionel Messi a été entendu dans l'affaire de son évasion fiscale présumée. La fraude est estimée à plus de 4 millions d'euros. Le joueur gagnerait, selon la presse locale, plus de 15 millions d'euros par an, sans compter les revenus commerciaux. Tout à l'heure à 20h30, prenez rendez-vous avec Constant et Collet pour vous livrer l'actualité autour de la campagne électorale qui s'achève donc dans moins de 48 heures. À retenir de cette édition d'information, dans la région de l'extrême nord, les digues ont le mal de l'eau. Après Dougui, il y a quelques jours, l'ouvrage de retenue d'eau récemment élevé par le génie militaire vient de céder à Bégué Palam dans l'arrondissement de Kaïkaï. On en a donc parlé avec notre reporter sur place. C'est la fin du journal et bon début de week-end en compagnie des programmes de CAMNews 24.